3, 2. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau là pour un webinaire aujourd'hui consacré à formation digitale, quelles innovations, évaluation, certification pour 2023. Je vais laisser la parole à Paul qui va animer ce webinaire avec Aurélia qui est au milieu, Sarah. Bonjour. Voilà, et Myriam. Bonjour. Voilà, tout le monde est là. Et c'est Paul qui va bien animer. Paul, tu peux faire passer les diapos aussi? Ou pas? Non, je le fais. Voilà. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous pour ce nouveau webinaire, un sujet d'actualité, un sujet même du futur très intéressant. Je vais vous présenter le sommaire, mais aussi je vais lancer un petit sondage pour savoir qui parmi vous a déjà animé, réalisé des formations à distance. Donc, on va commencer ce webinaire avec une présentation réalisée par Michel sur les certifications professionnelles. Ensuite, Aurélia qui nous présentera les innovations technologiques et pédagogiques. C'est souvent ce qui permet la mise en place de la formation à distance. C'est plein de nouveaux outils, de nouvelles technologies dont on entend parler. Donc, un sujet aussi intéressant. Ensuite, Myriam nous parlera des outils virtuels en formation à distance, mais aussi en formation en présence. Aujourd'hui, on entend de plus en plus souvent d'organismes de formation qui utilisent des simulateurs, la réalité virtuelle. Ensuite, c'est Sarah qui nous parlera aussi d'un sujet très intéressant, aussi bien pour la formation à distance, mais en présence aussi, les évaluations. Comment on réalise les évaluations des acquisitions des compétences. Et on finira, vous en avez déjà entendu parler, je pense, du guide qu'a réalisé le FOD, un guide de lecture de Calliope, adapté à la formation à distance. Donc, un outil qui vous sera très utile pour vos futurs audits si vous réalisez de la formation à distance. Donc, des préconisations pour certains indicateurs qui sont concernés. Très bien. Bon, je vais laisser la parole à Michel. Donc, un petit retour sur le sondage. Donc, vous êtes 55% à avoir déjà réalisé une formation à distance et 48% pas encore. Alors, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez comme projet dans le futur, pourquoi pas, réaliser des formations à distance. Merci pour vos réponses. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va essayer d'interagir au maximum avec vous. Et dans tous les cas, on vous apportera une réponse la semaine prochaine à toutes vos questions. Toutes vos questions sont les bienvenues. Voilà. Je te laisse la parole, Michel. Alors, j'ai fait une petite enquête sur quelles sont les certifications professionnelles enregistrées chez France Compétences relatives à la formation à distance, formation multimodale. Alors, je vous avoue que on a retenu 3 certifications que j'ai trouvées au RS et il y en a 2 qui m'ont échappé parce que elles utilisent le mot digital learning ou le mot e-learning et que j'ai cherché e-learning, j'ai pas trouvé, mais e-learning, je l'avais écrit sans trait d'union, et puis la certification dont je parle, elle a un trait d'union. Enfin, on a une difficulté avec le moteur de recherche de France Compétences, et dans le moteur de recherche de France Compétences, j'ai rien au RNCP, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dans les blocs les blocs de compétences qui sont dans chacun des titres RNCP. Alors bon, on a un problème pour identifier les blocs sur le site de France Compétences. Donc CFS Plus est en train de préparer une application qui verra le jour au plus tard au mois de juin, qui s'appellera certifproplus.fr, qui permettra de trouver les blocs. Bon, ça c'est un petit coup de pub par avance. Alors, 3 certifications que j'ai retenues. Une qui est conception et promotion d'une offre de formation digitalisée.
une qui s'appelle Conception et animation d'une formation en présentiel et à distance, et une professionnaliser et enrichir ses pratiques de formateur en contexte de formation hybride. Bon, voilà, bravo aux 3 certificateurs qui sont mis en avant. On a oublié ISTF, hein, que je salue quand même, qui a 2 certifications, mais qui sont digital learning et e-learning. Voilà, donc ils devraient être là, je m'excuse auprès d'eux de les avoir. Pourtant, j'ai bien cherché e-learning, mais en n'écrivant pas comme il est écrit par ISTF. Voilà, tout ça pour dire que quand même le paysage est relativement pauvre sur le plan des certifications qui sont quand même plutôt des certifications spécifiques sur comment prendre en compte une formation multimodale, une formation à distance. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Bon, on n'a pas de questions pour l'instant. Bon, c'est normal. Je laisse la parole à Aurélia nous présenter donc les innovations technologiques et pédagogiques. Bonjour à tous et à toutes. Donc, rapidement, je me présente. Je suis Aurélia Bollet, la déléguée générale du FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale. Et on remercie beaucoup CFS+, et Michel de nous avoir invités à prendre la parole dans ce webinaire avec d'autres émérites adhérents du FOD qui sont à côté de moi. Donc, Michel nous demandait effectivement de faire un petit panorama sur les grandes questions d'actualité aujourd'hui concernant l'innovation en formation. Donc, si on regarde un peu plus les planches du diaporama, vous verrez qu'effectivement, je voulais aborder avec vous un sujet. Donc, effectivement, ça peut être conçu comme une entrée par l'outil, mais vous savez que de plus en plus, quand on réfléchit à monter, à hybrider ces formations et quand on s'intéresse aux formations tout ou partie à distance, et d'ailleurs le sondage montrait que voilà, parmi les participants, il y avait quand même de nombreux praticiens de la formation multimodale. On doit aussi, à partir d'un certain moment, aussi être amené à se poser la question, une fois qu'on a réfléchi à sa stratégie, à son modèle économique, à ce qu'on peut utiliser en termes d'outils. Et la question des plateformes LMS, qu'on appelle LMS ou LXP aujourd'hui, est assez centrale, effectivement, quand on veut un petit peu plus industrialiser, développer ces parcours de formation. Donc, je partage avec vous, en fait, les résultats d'une petite enquête qui n'a rien, voilà, qui est simplement une enquête flash à un moment donné, qu'on a réalisée auprès des lecteurs du guide LMS du FOD. Donc, le guide LMS du FOD, c'est chaque année un comparatif autour d'une trentaine de plateformes propriétaires, plateformes open source, pour savoir un petit peu plus qui utilise quoi et de comparer un petit peu les fonctionnalités développées par ces différentes plateformes. Le résultat de notre petit sondage, notre petite enquête, a été que vous voyez le camembert. C'est un camembert qui montre qu'il y a énormément de choix, que c'est effectivement un paysage qui est quand même très éclaté, très ventilé sur différentes plateformes, avec, par rapport aux répondants, donc, qui sont des lecteurs du guide LMS, une grande partie d'utilisateurs de Moodle, donc une solution open source sur laquelle on va développer des fonctionnalités propres, et puis, donc à 38%, et puis de l'autre côté, plein d'acteurs. Donc, c'est un vrai dynamisme des plateformes propriétaires, on le voit, et c'est aussi, du coup, pour quand on se met à la place des utilisateurs, de vraiment se faire une veille très importante pour connaître mieux ces plateformes, ce qu'elles proposent, et de voir effectivement, en fonction des besoins propres, de comment on va s'équiper. Un autre enseignement de cette petite enquête, c'est on leur avait posé la question en tant que lecteur du guide, depuis combien de temps vous êtes équipés? Et là, ils nous ont répondu qu'ils étaient quand même largement équipés, pour 42% d'entre eux, d'une plateforme depuis plus de 4 ans. Donc, on voit donc un marché qui commence à devenir mature, avec des utilisateurs qui ont déjà un certain recul et qui, véritablement, maintenant se posent aussi la question comment évoluer, changer de plateforme, quels sont leurs besoins par rapport à ce type d'outils. Nous, au FOD, ce qu'on avait observé en tendance de fond,
c'était que par rapport à notre audit, enfin notre comparatif de plateformes, les plateformes LMS et XP avaient fait vraiment beaucoup de progrès avec davantage vraiment travailler les fonctionnalités pédagogiques avec, en gros, une augmentation des performances et des outils disponibles, une intégration renforcée d'une diversité d'outils, d'animation pédagogique et de ressources, des solutions qui intègrent de plus en plus l'accessibilité sans surcoût, et enfin, une élévation du rapport qualité-prix. C'est une bonne nouvelle parce qu'on voit qu'effectivement, les prestataires suivent du coup vraiment ces préoccupations, essayent de répondre aux besoins du marché. Mais les attentes des utilisateurs restent toujours assez nombreuses et par rapport à un paysage aussi foisonnant, ils ont besoin d'avoir des retours d'expérience sur la mise en place d'un outil par rapport à un autre, la complexité de sa mise en place, comment on va effectivement le choisir quand on veut par exemple migrer d'une plateforme à une autre. Donc on voit que c'est des questions qui sont encore très 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 fortes. Donc pour nous, ce qui nous donne vraiment des indications quand même sur vraiment le recul et déjà l'utilisation et la maturité du marché. Donc on a décidé effectivement de lancer une grande enquête. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont utilisateurs de plateformes, n'hésitez pas. Cette enquête, elle est là pour que vous nous disiez un peu plus d'une manière précise quels sont vos critères de choix, comment vous estimez les fonctionnalités des plateformes que vous utilisez, quels sont pour vous effectivement les critères les plus importants. Et les résultats de cette enquête nourriront un questionnaire adressé aux éditeurs et qui nous permettra de vous donner des résultats encore plus complets et un comparatif encore plus fouillé des différentes Alors, petit problème technique, donc on l'abordera aussi tout à l'heure avec les aléas et difficultés de la formation à distance, mais c'est bon. Voilà. Vous nous entendez, Michel? Oui, oui, très bien. Et vous? Oui, très bien, très bien, très bien. Alors, il y a un problème avec Paul, apparemment. Alors, je reviens sur… voilà. Parfait. Bon, petit problème technique. Donc, voilà, on passe à la diapo suivante. Les aléas de la technique. L'intelligence artificielle. Voilà, donc Michel me demandait, voilà, on parle d'innovation, innovation en formation. Alors, effectivement, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, on voit bien que l'intelligence artificielle vient quand même alimenter de plus en plus les parcours de formation digitale. Quels sont, en fait, pourquoi utiliser de l'intelligence artificielle dans les cadres de formation? Déjà, pour l'apprenant, ça permet d'améliorer son expérience d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on peut proposer des apprentissages au plus près des besoins de chacun, ce qui est quand même une des grandes promesses du numérique en général. C'est aussi soumettre un parcours qui est adapté à la maîtrise du sujet, à sa vitesse de compréhension et à la charge cognitive de chaque apprenant et qui peut être systématiquement réévalué. C'est combattre ce qu'on appelle le boring learning, oui, l'ennui dans la formation, ce qui nous arrive à tous, d'être ennuyeux et de diminuer effectivement le fait que les gens abandonnent ou se présentent pas dans une formation. Et puis, ça nous permet aussi, un autre aspect intéressant, peut-être de diminuer ce temps d'apprentissage pour le réduire à ce qui est le plus intéressant. Côté équipe pédagogique, on en parlera aussi après, je pense, avec Myriam, c'est de pouvoir renforcer l'accompagnement pour permettre une meilleure traçabilité des difficultés et de pouvoir, du coup, accompagner mieux la progression de chaque apprenant, de pouvoir aussi disposer d'une cartographie grâce à ces données d'apprentissage des compétences en cours d'acquisition et déjà acquises, d'améliorer globalement la performance des programmes et de diminuer ce fameux taux d'abandon qui est un des grands freins des dispositifs comme ça multimodaux et puis, à contrario, d'augmenter le taux de réussite. Donc, l'IA, aujourd'hui, elle est utilisée. On a plusieurs
plusieurs startups qui deviennent de moins en moins, puisque commencent à être bien installés effectivement dans le paysage, et qui proposent d'intégrer des algorithmes, du machine learning dans des dispositifs de formation multimodaux avec des bonnes clés de réussite. Je peux en citer quelques-unes, puisque si c'est une des questions qui est amenée à être posée, vous avez Wunose, il y a Gutenberg Technologies, il y a Domotio, ou alors encore Dask. Et je vous conseille si ce sujet vraiment vous souhaitez le creuser, le FOD a programmé un cycle de 3 webinaires autour de l'intelligence artificielle, avec à chaque fois une présentation du type d'intelligence artificielle mise en œuvre et des retours d'expérience. Et donc, c'est téléchargement en rediffusion ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas, si ce sujet vous intéresse, à le creuser. Voilà pour l'intelligence artificielle. Et puis, un dernier sujet qu'on voulait aborder, et je donnerai la parole à Myriam, c'était, on parlait beaucoup en ce moment de métaverse. Alors, forcément, le sujet revient très souvent. Donc, on est reparti d'une définition, parce que c'est un terme qui est encore extrêmement pas très précis. C'est encore un univers, on va dire, en cours de développement. Donc, la définition, c'est: qu'est-ce que le métaverse? Un ensemble d'espaces virtuels en 3D, en temps réel et persistant, auquel l'utilisateur accède avec soit un casque, soit des lunettes, et dans lequel il arrive et il se promène, il joue, il travaille, il apprend, et sous la forme d'un avatar, il va choisir un petit peu son personnage. Donc, c'était une promesse des grands leaders de la technologie internationale, de type Facebook, Meta, et aujourd'hui, qui donc ont lancé des grands programmes autour du métaverse. Aujourd'hui, les freins sont nombreux, d'ordre technologique, on s'imagine bien, mais aussi beaucoup d'ordre juridique, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur quel type de droit pourrait s'appliquer dans ce type d'univers. Donc, ce sont des questions aussi de protection de la vie privée, de droit d'auteur, donc des questions juridiques assez fortes, et puis l'impact écologique d'utiliser ce type d'univers qui nécessite effectivement d'utiliser des serveurs, et donc avec des effets écologiques assez importants. Donc, des ressources lourdes. Et des ressources lourdes. Donc, on le voit bien aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est encore très, très loin de s'être vraiment installé. Ça ne s'installera peut-être jamais. Par contre, ce qu'on voit véritablement plus se développer, c'est, et surtout notamment dans le champ de la formation professionnelle, c'est l'usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Voilà. Donc, la réalité virtuelle, c'est de pouvoir mener effectivement, en termes d'avantages, des expériences sans se mettre en danger ou alors endommager du matériel, puisque on va être plongé, immergé avec son casque dans un univers répliqué à l'identique. C'est une bonne mise en situation des apprenants, même si elle ne fait pas tout, mais ça permet par exemple de répéter des gestes techniques, surtout notamment des gestes dangereux. Et puis, c'est pour le formateur le contrôle aussi de situations d'apprentissage. Et ça aussi, ça peut être un grand plus de ce type d'outil. Tout cela pour dire que ça reste simplement un outil. Deux petites questions. À quels outils penses-tu à propos de l'intelligence artificielle? Alors, les outils, c'est tout ce qui concerne, en fait, par exemple, je vous ai cité quelques entreprises comme Domotio, qui vont injecter en fait des algorithmes dans des parcours de formation et qui permettront effectivement de pouvoir mieux positionner, mieux personnaliser, mieux individualiser ensuite les parcours proposés aux apprenants et qui seront en fait faits avec le plus de précision possible sur des petits ce qu'on appelle la granularité pédagogique, c'est les petits grains pédagogiques qui permettront du coup d'avoir une progression à la carte. Pour vous rassurer, on ne pensait pas, ou en tout cas Aurélia ne passait pas à ChatGPT. Voilà. Voilà, parce que d'après ChatGPT, j'aurais été ministre des Finances, moi, sous Jacques Chirac, vous voyez. Bon, alors donc voilà, donc je dis c'est bien, je vais pouvoir demander ma retraite de ministre, je suis content. Est-ce que vous pouvez écrire les startups dont tu as parlé? Oui, on les écrira dans
le chat. Oui, d'accord, voilà. On va écrire ça dans le chat. Voilà. Alors, on passe, je repasse la parole à Paul pour la suite. Oui, aussi, je réponds à une petite question. Bien sûr que vous aurez accès au replay sur la chaîne de Webikeo de qualité et formation professionnelle et également sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, on mettra à votre disposition le support. Alors, le support, normalement, je crois qu'il est déjà téléchargeable pour quand vous êtes en direct là. Et puis, il sera effectivement téléchargeable sur le replay. Hein. On passe la parole à Myriam. Oui, très bien. Bonjour, donc bonjour à tous. Moi, en complément de ce que vient d'expliquer Aurélia, je vous propose de refaire un petit zoom en fait sur les outils virtuels, puisque constat fait que de plus en plus d'organismes de formation utilisent les outils virtuels autant dans le présentiel que dans le distanciel. Donc, pourquoi utiliser ces fameux outils virtuels? C'est pour simuler la présence physique d'un apprenant, c'est-à-dire qu'on le met directement dans un environnement professionnel, on lui fait faire les gestes professionnels, on le met en situation, et puis ce qui a été constaté, c'est que l'on a moins d'abandon en fait. L'attention de l'apprenant est beaucoup plus présente. Il y a moins, il est très, il s'investit dans sa formation. Il prend plaisir à faire la formation. Donc, et puis l'autre chose aussi, c'est que le fait de faire et refaire, d'avoir la possibilité d'être mis en situation professionnelle, ça lui permet d'avoir un ancrage positif. Parce qu'il essaye une fois, il essaye deux fois, il essaye plusieurs fois. Et le fait d'avoir réussi, en fait, lui donne une sensation une sensation positive, en fait. Et ça reste ancré dans son parcours de formation. Il se souvient qu'il a fait tel geste, il se souvient que tel geste était réussi. L'avantage aussi de la réalité virtuelle, c'est aussi de mettre l'apprenant dans des situations qu'il ne peut pas rencontrer dans un centre de formation. Je prends par exemple nous, dans la formation transport, selon le centre de formation, c'est très difficile quand on met un conducteur en fait dans un de nos véhicules, de le mettre dans une situation sur une route enneigée si on est dans le sud de la France en plein été. C'est difficile aussi de les mettre en situation de conduite de nuit. Or, ils doivent apprendre aussi à conduire la nuit. Les routes étroites, un certain nombre de situations, de situations professionnelles où, à l'issue de la formation, nos conducteurs doivent avoir été au moins initiés à ces pratiques, à ces gestes professionnels. Et puis, l'avantage aussi du virtuel, c'est le fameux droit à l'erreur, en fait. Parce que là, vous imaginez bien, je vous prends toujours mon exemple de conducteur routier, qu'avant de mettre un stagiaire derrière un véhicule et de le mettre sur la route, c'est quand même sympa d'avoir qu'il se soit entraîné sur un simulateur de conduite avant de le mettre sur la route et qu'il rencontre les autres usagers. Donc, ce droit à l'erreur, c'est vraiment un plus, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée en fait par les outils virtuels. Et puis, il ne faut surtout pas oublier en fait que les outils virtuels ne remplacent en aucun cas le formateur. C'est juste une modalité, une mise à disposition d'un outil différent qui permet d'aller plus loin, qui permet de faire davantage de choses. Et puis, ça permet aussi, ça aide le formateur à accomplir sa mission. Ça lui permet d'évaluer vraiment le stagiaire dans d'autres conditions et d'aller vraiment au bout du geste professionnel. Et puis, ça permet aussi d'homogénéiser les bonnes pratiques et d'appuyer sur les points sensibles, en fait, sur ce que le stagiaire a des difficultés à faire. Et je le redis, ça permet de refaire et de refaire jusqu'à ce que le geste professionnel soit très précis. Le formateur peut d'ailleurs être à distance. Oui, tout à fait, tu as raison, Michel. En fait, l'avantage de tous ces outils virtuels, c'est que le formateur peut être à distance, mais le stagiaire peut lui aussi être à distance. En fait, on a vraiment une multitude de possibilités. C'est aussi ça l'avantage des formations maintenant multimodales, en fait. C'est qu'on peut combiner on peut combiner en fait ces fameuses multimodalités en fait et on peut répondre à la demande de chacun en fait. Soit c'est le formateur qui est à distance, soit c'est le stagiaire, soit pour une raison particulière,
je sais pas, ben, on va prendre un cas particulier, mais qui va nous arriver les grèves, en fait, ça pourrait permettre, en fait, de ne pas annuler les formations et de pouvoir assurer quand même, pouvoir assurer la formation. Alors peut-être présenter Aftral, Oui, vrai, parce que c'est ça. intéressant de voir justement le rapport entre Oui, les formations que vous faites à Aftral et ce que tu viens de nous expliquer. Oui, donc en fait, Aftral est un centre de formation transport logistique. En fait, on a plus de 130 centres répartis sur la totalité du territoire français. Voilà. Et donc, on comprend bien dans le transport, les outils, Oui. les simulateurs, Alors, nous, on a des simulateurs de conduite, on a des simulateurs d'engins aussi, hein, des engins logistiques aussi. Oui. On a mis en place la réalité virtuelle aussi pour la logistique, notamment pour tout ce qui est entreposage. En fait, et en effet, la réalité virtuelle nous permet de mettre nos stagiaires en situation d'avoir des aires de stockage de plus de 7000 mètres carrés, pardon, alors que on ne les a pas hein, dans un centre de formation, on n'a pas l'espace suffisant. Et là, ça permet de leur mettre en main des outils aussi qu'on n'a pas, du matériel que l'on n'a pas. On n'a pas tout ce matériel de logistique. Donc, c'est vraiment un vrai plus pour le stagiaire. Ouais. C'est très, très intéressant. Oui, voilà, Serious Game, réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est ça. Donc là, on vous a mis quelques exemples en fait d'outils virtuels qui sont déjà utilisés en entendant le déploiement en fait de l'intelligence artificielle, parce que ces outils-là ont déjà fait leurs preuves. Donc les différents simulateurs avec donc c'est vraiment la reproduction exacte des salles de commande en fait. Nous, nos simulateurs de conduite, on a vraiment le stagiaire qui est en situation de conduite avec les mouvements, avec les rétroviseurs. D'ailleurs, on a certains stagiaires qui, quand ils descendent du véhicule, sont malades, mais ils sont vraiment en situation de conduite et ils ont vraiment l'impression d'avoir derrière la remorque. C'est pas simplement la cabine. Le Serious Game, c'est aussi une solution professionnelle qui permet d'avoir des avatars et de se mettre dans des situations, de mettre le stagiaire dans une situation de travail. Il est souvent utilisé dans la prise de décision. En fait, l'avatar doit prendre une décision et en fonction de la décision qu'il prend, en fait, le reste du scénario change. En fait, c'est pas mal utilisé dans la gestion de conflits. Donc, je prends une décision et en fonction de la décision, il arrive ça. Et voilà. Donc, la réalité virtuelle, ça permet aux apprenants d'être immergés directement dans les conditions de travail. C'est un peu comme le simulateur, mais c'est plus le cas de la logistique, là, sur le coup. Et puis, la réalité augmentée. Donc là, sur le coup, c'est des petits ajouts qui sont faits sur un environnement et par exemple, c'est ouvrir la porte, on voit la porte, il faut vraiment ouvrir la porte. On est avec des lunettes, là, 3D, avec des lunettes 3D. Oui, réalité virtuelle et puis la réalité augmentée, on est avec des lunettes. Oui. Le Serious Game, on est plus devant son ordinateur ou sur sa tablette, en fait, ou sur son téléphone portable, parce que c'est maintenant un outil qui fait partie complète de la formation. Et le simulateur, c'est vraiment le simulateur, tout au moins pour Aftral, c'est vraiment le simulateur, l'engin où on est assis sur un siège de conducteur. J'en profite pour faire un petit chapeau sur les lunettes en faisant un petit signe amical à un ami et client qui s'appelle N2A qui fait qui utilise des lunettes 3D pour la formation de diagnostiqueurs immobiliers. Et en fait, ce que Nasser m'explique toujours, c'est que grâce à ça, les diagnostiqueurs qui sont formés chez lui détectent après dans le réel des choses que les autres ne détectent pas, parce qu'ils ont vu avec les lunettes 3D des choses qui sont plus fines que simplement faire une formation comme ça. Donc, c'est des usages qui sont effectivement très intéressants avec ce que tu dis. Voilà, donc je pense que c'est effectivement appelé à se multiplier. Et j'aime bien tout ce que vous êtes en train de dire là, Aurélia et Myriam, parce que ça justifie complètement le nom de formation multimodale. On n'est pas en train de parler de e-learning, on n'est pas en train de parler de formation à distance, parce que formation à distance, ça veut rien dire, parce que qu'est-ce qui est à distance? C'est le contenu, c'est le formateur, c'est les formés, et quand on est en visio, on est en téléprésence, les gens sont bien là.
Hein, ils sont, bon, alors on est effectivement tous là, donc on est présent, mais à distance. Donc on est en présence à distance, donc tout ça est très mélangé. Et donc le terme de multimodal est bien adapté à tout ça, en fait. Ça décrit toutes les situations possibles. Ça décrit tout, oui, effectivement, hein, tout ce qui est, toutes les activités pédagogiques que tu peux être amené à proposer, toutes les modalités du présentiel enrichi au full distanciel. Et ça parle effectivement, on peut tout à fait y intégrer tous les outils de réalité virtuelle, de serious vision, de réalité augmentée qui vont s'y agréger dans le cadre d'un parcours où finalement il y a une abolition de l'espace et en asynchrone du temps. C'est ça. Et à ces outils, on peut rajouter les outils qui permettent de faire des classes virtuelles aussi. Voilà. Ça veut dire comme ça, on a l'enveloppe complète en fait, et on peut répondre aux besoins de chacun. Vous voyez que les chantiers sont nombreux et passionnants, Oui, hein, en fait. Oui. Voilà. On passe au sujet suivant, peut-être, avec Sarah. Oui, très bien. Donc, peut-être répondre à une ou deux questions avant de laisser la parole à Sarah. Donc, une question donc, sur la réalité virtuelle, donc sur les durées de session de réalité virtuelle. Apparemment, au bout de 30 minutes, c'est assez lourd, c'est assez long. Oui, il faut que ce soit assez court parce qu'en fait, en effet, on a des stagiaires qui sont malades, en fait, parce que c'est le casque, en fait. Bien sûr. Forcément, oui, c'est très court. Enfin, il faut que ce soit court. Une dizaine de minutes, 15 minutes, 30 minutes, ça commence à faire beaucoup, oui. Oui. Mais on est sur l'utilisation d'outils, hein. Oui. Donc les outils, je suis pas sans arrêt en train de, je ne peux pas utiliser mon outil toute la journée, que ce soit un casque de réalité virtuelle ou. Oui, ce qui rend malade souvent, c'est que quand on bouge beaucoup aussi, on peut avoir un flou visuel de l'espace dans lequel on est et qui est vraiment effectivement assez pénible, qui peut être très pénible pour certaines personnes. Et puis nous, c'est vraiment pour les gestes techniques, hein, c'est vraiment aussi pour ça. C'est ça, hein, donc, alors, de gestes techniques. Bien sûr. L'ingénierie pédagogique, elle se construit autour de ça, avec quand même quel est l'objectif opérationnel et évaluable que l'on vise. Hein. Un petit coucou vers notre futur indicateur 5 de Calliope. Voilà. Alors, l'utilisation de la réalité virtuelle est-elle reconnue par l'État? Oui. Elle fait partie elle est dans nos formations. Oui. Aujourd'hui, la définition du parcours de formation est quand même suffisamment large pour permettre, effectivement, on va citer tout ce qu'on utilise dans le cadre d'un parcours de formation. Ce qui compte, c'est l'objectif visé. Donc, on peut utiliser, si on parlait de multimodalité, on peut utiliser différentes modalités de formation, différents outils, différentes activités pédagogiques. Oui. C'est comme si on me demandait si les paperboards sont utilisés pendant la formation. C'est un outil parmi d'autres, vous voyez. Donc, et la définition du code du travail sur ce que c'est qu'une action de formation, c'est un parcours pédagogique avec un objectif professionnel. Et elle peut être réalisée en tout ou partie à distance, en présence ou en situation de travail. Et c'est ce que dit Aurélia. Enfin, vous voyez, je vous cite le code du travail par cœur. Je ne peux pas vous dire le numéro de l'article du Code du travail, mais cherchez définition de qu'est-ce que c'est une action de formation. Et bon, les outils qu'on utilise sont des outils. Donc, on n'a pas à avoir une reconnaissance de l'État de la réalité virtuelle plus que d'autres choses. Ça fait partie des outils, puisque c'est en présence, c'est à distance, ça peut être les deux, c'est en situation de travail. Donc voilà. Ce sont des formations encadrées aussi, de toute façon. Donc il y a un formateur. Donc en fait, c'est vraiment une formation encadrée. Oui, voilà. Voilà. OK, on passe à la question de l'évaluation. Oui, très bien, ouais. Alors, bonjour, donc Sarah de la Morandière, consultante à Centre Info. Donc moi, je vais vous parler du sujet de l'évaluation des acquis, de l'évaluation des compétences acquises. Et cette question qui vient régulièrement, mais est-ce qu'on peut évaluer les compétences à distance? Comment peut-on évaluer les compétences à distance? Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'évaluer les compétences à distance? Donc c'est quelque chose qui est très récurrent. Du coup, je vais vous faire une entrée vraiment ingénierie pédagogique et dans le cadre, bien sûr, juridique ad hoc, forcément.
Donc, quelles évaluations pour la formation à distance? Donc, j'insiste sur le fait que ce que je vais vous dire là, c'est valable aussi bien pour la distance que comme la présence. Formation multimodale, on peut avoir un peu de distanciel, beaucoup de distanciel. Comme disait Michel tout à l'heure, ça peut être le formateur qui est à distance, ça peut être l'apprenant qui est à distance, ça peut être les ressources de formation ou en tout cas pour l'évaluation qui sont à distance. Tous les cas de figure sont possibles. Donc, en entrée, de quoi s'agit-il quand on dit évaluer? Évaluer les compétences acquises, ça veut donc dire valider les compétences, c'est-à-dire qu'on va venir vérifier l'atteinte des objectifs pédagogiques. Donc, je repars des fondamentaux et on va voir comment on arrive à l'outil ou aux outils. Donc, les fondamentaux sont ceux-là. On vient vérifier l'atteinte des objectifs pédagogiques donc en vérifiant l'acquisition des compétences, c'est-à-dire en validant les compétences. Donc, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire que dans ce que l'on va proposer, dans la situation dans laquelle on va mettre l'apprenant, le candidat, dans les activités qu'on va lui faire faire, on ne fait pas de mise en échec. On organise bien sûr l'évaluation des compétences en fin de formation et on a prévu forcément en amont une grille d'évaluation avec des critères. Donc, vous voyez bien que ça, c'est valable, quelle que soit la modalité. Ce n'est pas une question de la distance, du présentiel, etc. Avant d'aller sur les modalités, sur les critères, je vous fais un petit passage par l'évaluation certificative. C'est important, je reviendrai dessus encore après, puisqu'on peut évaluer, bien sûr, pour valider les compétences, mais il y a un cas de figure particulier, qui est celui d'évaluer pour certifier. Donc, on vient valider des compétences en visant une certification. Donc, si c'est le cas de figure qui vous intéresse, vous avez un dossier qui est extrêmement bien fait. Quand vous allez récupérer le diaporama, vous avez un lien dessus. Donc, un dossier de France Compétences qui s'appelle « Certification professionnelle, les préconisations en matière d'évaluation des compétences ». Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'avoir en permanence, je dirais, sous la main. Et ça aborde en l'occurrence les modalités et les critères de ces évaluations. Donc, encore une fois, que ce soit en présentiel ou à distance, que le formateur soit à distance ou que ce soit l'apprenant candidat ou que ce soit les ressources, on a des questions que l'on va se poser, on a des sujets que l'on va aller traiter, qu'on va aller travailler. Donc, ce sujet des modalités et des critères vont venir par quel biais? Alors, l'évaluation des compétences ou l'évaluation d'une compétence, la compétence vient définir l'objectif d'apprentissage. La compétence que l'on doit travailler est en lien direct avec l'objectif d'apprentissage. Donc, en fonction de l'objectif d'apprentissage, bien sûr, en ingénierie pédagogique, on choisit les activités appropriées. Et c'est ce qui vient nous faire choisir les modalités d'évaluation. On ne part pas, j'ai un outil qui fait des quiz, donc je vais faire des quiz. Oui, non, si ça n'a rien à voir avec l'objectif d'apprentissage et les compétences que l'on doit valider, le quiz ne vous sert à rien à cette étape-là. Ce n'est certainement pas une entrée par l'outil. Je le redirai encore après. Donc, ces modalités, ça a à voir avec le choix des activités appropriées au regard des compétences à évoluer. Si on ne prend pas cette entrée-là, on est quasi sûr de partir à côté. Donc, c'est important quand même de le prendre en compte et de le considérer en priorité. L'autre sujet, c'est celui des critères. C'est-à-dire que très bien, on a choisi quelles sont les activités appropriées au regard des compétences à évaluer. Maintenant, il faut aussi prévoir une grille d'évaluation. C'est-à-dire quels critères je vais venir vérifier, je vais venir valider, je vais venir cocher pour dire la compétence est acquise ou elle est en cours d'acquisition ou elle n'est pas acquise du tout. Donc là, il va s'agir d'attendus observables de façon objective. Donc ça, c'est important. Donc, si on avance encore un petit peu, je demande au chef Michel, merci Michel. Donc, pour aller plus avant, pour préciser donc, ce sujet des modalités, et vous voyez, j'insiste vraiment à distance comme en présence. Ce n'est pas le fait d'être en présence ou à distance qui vient mettre une différence ici. Donc, le sujet des modalités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacune des compétences que je dois évaluer, eh bien, quel type d'activité d'évaluation va être pertinente? Et si je veux partir de l'outil, eh ben, je regarde, je dis, OK, j'ai tel outil me permet de faire tel type d'activité d'évaluation. Est-ce que c'est bien pertinent au regard de la compétence que je dois évaluer? Ce n'est pas parce que j'ai un outil que je dois m'en servir. C'est ce qu'on dit généralement, à partir du moment où on a un marteau, tout ressemble à un clou.
Donc, ce n'est pas parce que j'ai un outil quiz que je dois faire des quiz à tout bout de champ. Si ce n'est pas On est pertinent, d'accord. c'est pas pertinent. Donc, voilà. J'insiste volontairement là-dessus parce que on n'a pas fini d'entendre dire oui, mais moi, si je fais des quiz, c'est bon. Ben, je ne peux pas vous répondre comme ça. Ça dépend ce que vous voulez évaluer, ce que vous avez besoin d'évaluer. Ah oui. Donc, typiquement, sur l'exemple du questionnaire, plusieurs formes de questionnaire. Donc, par exemple, si c'est un QCM, le QCM, il va vous permettre de venir évaluer des connaissances ou des savoirs. D'accord? Ça peut être une succession de cas pratiques. Donc, dans ce cas-là, si j'ai plusieurs questions, des questions fournies qui précisent des situations, qui décrivent des contextes, à ce moment-là, je vais pouvoir présenter des cas pratiques au candidat qui va faire des choix et je vais effectivement avoir une possibilité de situation observable. Mais en tout état de cause, on va être là sur une modalité de question. Cette modalité questionnaire va venir en modalité complémentaire. À elle seule, elle ne va pas permettre d'évaluer, en tout cas de valider un savoir-faire ou un savoir-être. D'accord ? Ça va permettre de se dire, OK, a priori, la personne est en chemin, la compétence est là. Maintenant, si je veux vraiment vérifier la compétence, il n'y a pas le choix, il faut que je mette la personne en situation. J'ai pris un autre exemple, celui de l'auto-évaluation. Donc là, sur cette activité qui peut servir à venir évaluer une compétence, l'exemple de l'auto-évaluation, ça va nécessiter l'intervention d'un évaluateur. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer l'auto-évaluation comme une situation observable. Et je vous mets un exemple qui, à mon sens, a du sens. Par exemple, pour venir vérifier la compréhension du rôle professionnel dans son environnement, par exemple. Donc là, l'auto-évaluation, ça va permettre à l'observateur qui va être l'évaluateur de dire, très bien, compte tenu de ce que le candidat a renseigné pour son auto-évaluation, on peut considérer que le candidat a compris son rôle professionnel dans son environnement ou pas, ou l'inverse. Donc voilà des exemples. Et vous voyez que là, finalement, la question du distanciel va venir se poser à quel endroit, ou de la multimodalité. Par exemple, par l'outil. Je peux très bien avoir mon évaluateur et mon candidat au même endroit, mais l'activité qu'on va lui faire faire, ça va être par l'intermédiaire d'une interface qui va poser un QCM, qui va poser des questions un peu poussées, qui va apporter un outil avec une grille pour l'auto-évaluation par le candidat. Mais on n'a pas forcément immédiatement ce que l'on imagine tout de suite, c'est non, mon candidat il va être à distance. Voilà, c'est pas forcément ça. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, pour le sujet des critères, donc pour préciser ce que je disais sur la diapo précédente, donc des critères, une grille finalement d'observables. Donc les critères de réussite, on est là sur des choses qui doivent être observables et mesurables. Ça veut dire que ça doit être précis. Souvent, avec les outils, avec l'automatisation, je vais dire comme ça, on va se trouver avec des scores. Donc, pourquoi pas, un score très bien, mais ça veut dire qu'en amont, on a identifié un ou plusieurs seuils qui vont donner un ou plusieurs niveaux de compétences. Et surtout, il faut que ça fasse sens au regard du marché du travail. Ça, c'est ce que je n'ai pas dit en entrée, mais bien sûr, on est là sur des compétences professionnelles. Donc, on vient vérifier pour valider des compétences professionnelles. Donc, il faut que tout ça ait du sens. Ce n'est pas je fais un quiz parce que j'ai un outil qui fait un quiz. D'accord ? Si ça ne permet pas de faire ce que je dois faire, ce n'est pas la peine, encore une fois, de le faire, ou de le faire comme ça. En tout cas, ça veut dire qu'il faut le faire autrement. Petit focus toujours sur évaluer pour certifier et l'évaluation certificative. N'oubliez pas, dans ces cas de figure, il y a un référentiel d'évaluation qui souvent, et voire même tout le temps, donne avec plus ou moins de détails les critères, voire même parfois les modalités. Donc, que ce soit à distance ou en présence, toutes ces questions-là sont à traiter. L'outil, on va le voir après, sur la diapo suivante. Pardon. Merci Michel. On va le voir après dans le à retenir. Donc là, juste pour qu'on garde ça en tête, je récapitule. Donc finalement, 6 points pour évaluer. Donc pas de mise en échec. Donc il ne s'agit pas de donner une activité ou de mettre dans une situation plus difficile que ce qui a été fait précédemment, puisque ça va servir à venir vérifier, valider quelque chose que l'on sait qui est atteint. D'accord ? On a pu constater que c'était atteint. Et là, on vient le valider. Ça sert à ça, l'évaluation. Donc, pas de mise en échec. L'évaluation doit
forcément être à la fin de la formation, c'est-à-dire qu'une fois que la formation est terminée, il faut obligatoirement qu'il y ait une grille d'évaluation avec des critères en relation avec les objectifs d'apprentissage. Ça, c'est non négociable. Avec un choix d'activité approprié au regard des compétences à évaluer, c'est-à-dire les modalités d'évaluation doivent être en lien direct. Ça aussi, c'est non négociable, sinon on est à côté. Et donc, ce sujet des critères donc pour la grille d'évaluation, ça veut dire qu'on a bien décortiqué et précisé des attendus observables objectivement. Donc, à retenir, pas de mise en échec, l'organisation de l'évaluation des compétences en fin de formation, une grille d'évaluation et choix d'activité appropriés. Et outils, que ce soit présentiel, distanciel, multimodal, hybride, digital learning, e-learning, mixed learning, tous les termes que vous allez trouver. Dès lors que je rajoute un outil ou plusieurs, j'ai 3 choses à travailler obligatoirement. La compatibilité de l'outil aux modalités d'évaluation. Ce n'est pas l'outil qui va venir me dire ce que je dois choisir comme activité d'évaluation, c'est l'inverse. L'outil, je le choisis en fonction des activités que je fais faire pour évaluer. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs bénéfices de l'utilisation de l'outil pour évaluer? S'il n'y en a pas, l'outil n'a aucun intérêt. Et prérequis pour l'utilisation de l'outil. Est-ce que tout le monde a la maîtrise et l'outil à disposition, mais aussi bien l'évaluateur que le candidat, finalement. Donc voilà, un grand tour d'horizon, large en détail et un peu rapide, sur ce sujet de l'évaluation, finalement, qu'elle soit en présence, à distance, les pieds au mur, ou voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mais en lien avec l'indicateur 16 qu'on va voir tout à l'heure dans le guide de qualité. Absolument. Je ne l'ai pas fléché là sur la diapo, mais tout à fait. Merci Myriam. En lien avec l'indicateur 16. C'est en lien avec les indicateurs qu'on va voir tout de suite après sur le guide que le FOD vient de publier avec comment dans les indicateurs Calliope peut-on justifier quand on fait de la formation multimodale, quel type de preuves pouvons-nous apporter? Donc, on va voir ça sur quelques indicateurs. Juste avant de passer à ce sujet-là, il y avait une question qui était validation des connaissances plutôt que des compétences. Dans ce que vient d'expliquer très brillamment Sarah, il y a à la fois connaissances et compétences, mais elle a bien fait l'indistinction, me semble-t-il, entre vous avez des outils d'évaluation des connaissances, par exemple les QCM, c'est typiquement ça, et que effectivement c'est pas suffisant pour évaluer les compétences. On est tout à fait d'accord avec ça. Donc la distinction entre connaissances et compétences a été faite. Et les compétences ne sont pas forcément évaluées en situation de travail, puisqu'il y a la question de l'évaluation certificative qui a été mentionnée par Sarah. Et l'évaluation certificative, on peut vous donner des exercices à faire qui peuvent être à distance, qui peuvent être sur des ordinateurs. S'il s'agit de construire un site web, vous allez construire un site web. Bon, alors c'est pas forcément en situation de travail, mais c'est une situation de travail simulée, si vous voulez. Donc voilà. Alors moi, il y a une question en revanche qui m'intéresse par rapport à ce que disait Sarah, c'est quand on dépose des certifications à France Compétences, on a une colonne modalité d'évaluation. Et tu as très bien parlé, Sarah, de modalité d'évaluation, et moi j'ai très bien retenu qu'il fallait que compétence par compétence, je détermine ce que je vais mesurer dans cette compétence et quels sont les critères d'évaluation de cette compétence. Et ce que je constate, c'est que dans la colonne modalité d'évaluation, en revanche, ce qu'on me demande en réalité, c'est modalité de passage de l'examen de certification, ce qui n'est pas la même chose pour moi. Vous voyez, je veux dire, quelles sont les modalités pratiques du passage de l'examen? Ça, c'est un sujet. L'examen, c'est une mise en situation. L'examen, c'est une mise en situation virtuelle. L'examen, c'est un oral. L'examen, il faut nous rendre un mémoire sur une activité. On a plein de différentes méthodes d'examen des compétences. J'ai plein de possibilités de le faire. Ça, c'est modalité de pratique de l'examen. Quant aux modalités de l'évaluation, moi, je le vois compétence par compétence. Et d'ailleurs, dans la colonne critères, j'ai bien des critères par compétence. Voilà. Alors, c'est une discussion
que nous avons actuellement aussi avec France Compétences sur qu'est-ce que l'on doit faire. Est-ce que le tableau est intouchable ou est-ce qu'on peut le modifier pour dire, moi, j'évalue compétence par compétence, je détermine mes modalités par compétence, ou est-ce que ma colonne évaluation des compétences se confond avec modalité de passage de l'examen. Voilà. Je termine la parenthèse. Oui, tu es d'accord avec ça? Absolument, absolument. Merci pour ce complément d'ailleurs. Voilà, parce que modalité de passage de l'examen, ce n'est pas les modalités d'évaluation d'une compétence. Tout à fait. Il y a une confusion entre les deux. Voilà, petit message pour nos amis de France Compétences. Alors, on va comment trouver le référentiel d'évaluation? Le référentiel d'évaluation d'une certification. D'une certification. Le référentiel d'une certification, vous le trouvez certification par certification sur le site de France Compétences. Vous avez tous les référentiels de tous les examens que vous devez passer pour tous les titres RNCP, les blocs de compétences, puisque maintenant il y a un répertoire spécifique masqué à l'intérieur du RNCP. Ce sont les blocs de compétences qui sont autonomes et qui sont identifiés par des numéros de blocs. Voilà. Et donc, chaque bloc est une compétence spécifique quelque part. Et donc, je peux passer un bloc en VAE. Voilà. Et donc, je peux passer un bloc de façon isolée. Donc, il faut bien que je précise aussi quelles sont les modalités de passage de l'examen par bloc. Parce que sur un bloc, je peux passer de telle manière, puis sur le bloc suivant, ce sera une autre manière de passer l'examen. Voilà. On passe au dernier sujet, qui est notre sujet, le guide du FOD. Paul, je te laisse. On va aborder le guide du FOD. Donc, je vais vous mettre dans la conversation le lien pour télécharger ce guide. Et on va vous expliquer les indicateurs et les préconisations faites par le FOD. Myriam, je te laisse présenter l'indicateur 1. Ok, je vais prendre le premier. Donc, en fait, le premier indicateur qui est pour informer le public, le premier indicateur nous dit le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, donc les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités, les délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées, les modalités d'évaluation et l'accessibilité aux personnes handicapées. En termes de FOD, en fait, qu'est-ce qui est attendu ici? La question qu'il faudrait que vous posiez et que pose souvent l'auditeur, c'est comment vous informer en fait les prospects que sur la formation que vous proposez, il va y avoir une ou des parties de formation à distance. Et si vous avez des modules de formation à distance, en fait, ce sont lesquels et quels sont les outils que vous allez utiliser? Ça, c'est la première question que va vous poser l'auditeur. Et la deuxième, en fait, il va falloir que vous vous assuriez ou que vous précisiez quelque part quels sont les outils numériques dont doit disposer en fait le stagiaire pour pouvoir accéder à la formation. Donc, derrière cet indicateur, c'est ça qui est attendu. Donc, comment répondre à ces questions? En règle générale, en fait, c'est le programme de formation que vous avez que vous mettez à disposition du prospect, que vous avez soit sur votre site internet ou tout simplement que vous envoyez en fait par mail en document rattaché suite à un coup de téléphone. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un site internet. Par contre, vous avez une obligation d'informer vos prospects sur les modalités de réalisation et sur un certain nombre d'items obligatoires. Oui, on est d'accord que le site Internet n'est pas une obligation légale. Donc, quand on nous met une non-conformité parce qu'on n'a pas de site Internet, pardon, mais c'est une non-conformité non conforme. Voilà. On doit justifier qu'on a envoyé le programme de formation ou une information qui reprend l'ensemble. Voilà. C'est comment j'informe mon public. Moi, si j'ai un public qui est un public captif, parce que c'est toujours les mêmes entreprises, etc., je leur envoie des informations quand ils me les demandent. Alors là aussi, la question, c'est l'information doit-elle être directement accessible ou doit-on pouvoir la demander? Bien évidemment qu'on peut avoir à la demander, mais elle est accessible. On ne peut pas dire « Ah ben non, mais je ne vous délivrerai pas l'information ». Mais l'information doit être complète.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, sur la formation à distance, effectivement, comment on informe sur les outils, etc. On va y revenir aussi dans d'autres indicateurs. Voilà pour le 1. Voilà pour le 1. On passe alors, on ne les a pas tous. Alors, d'abord, vous verrez que dans le guide du FOD, il y a un certain nombre, en fait, il y a 19 indicateurs qui ont été retenus, parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels la question de la formation multimodale ne se pose pas, tout simplement. Voilà, les modalités pédagogiques ne sont pas concernées. Donc, dans ce cas-là, on ne met pas concerné par la formation multimodale. Et là, on va en regarder un certain nombre, mais pas tous. Donc, on va passer à l'indicateur 8, hein. Paul, c'est ça? Oui, exactement, l'indicateur 8 sur le positionnement. Non, avant. Alors, que vous dit l'indicateur 8? L'indicateur 8 vous dit que le prestataire détermine les procédures de positionnement de l'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, hein, procédure de validation, des compétences numériques nécessaires pour participer aux activités et travaux à distance. Donc, si je reformule, ça veut dire que l'auditeur va vous dire, très bien, dans votre formation, il y a un peu beaucoup que du multimodal avec de la distance. Donc, comment faites-vous pour vérifier et pour valider que vos nouveaux stagiaires, vos nouveaux apprenants inscrits, ont bien les compétences numériques nécessaires pour pouvoir finalement participer à la formation, hein, puisque si je les inscris, si je leur valide leur inscription, que je ne vérifie pas qu'ils ont bien les compétences numériques ad hoc et que ma formation est en partie à distance ou à des activités multimodales, de fait, je les ai mis en difficulté d'entrée, voire je leur donne l'impossibilité de réaliser la formation. Donc, ça veut dire qu'il faut, au démarrage, prévoir de vérifier ces compétences numériques, de les valider pour dire bien, très bien, vous êtes inscrit à la formation intitulée comme ça, et donc on vérifie ensemble que vous avez bien les compétences numériques nécessaires et suffisantes pour participer à la formation, pour une bonne réalisation de votre formation. Ça peut être vérifier que vous savez utiliser je ne sais pas, l'outil WhatsApp, l'outil Skype, l'outil Zoom, ça peut être télécharger un document, est-ce que vous avez un micro, vous avez l'intention et vous pouvez faire sur votre téléphone, mais est-ce que vous savez utiliser les fonctionnalités qui vont bien sur votre téléphone pour ce faire? Voilà, il y a plein de choses possibles, il n'y a pas de figure imposée, mais en tout cas, tout ce qui va être nécessaire pendant la formation en termes d'activité et de réalisation de travaux, il faut pouvoir, et il faut vraiment le faire, vérifier au démarrage que les stagiaires, les apprenants ont bien les compétences numériques nécessaires. Si vous ne le faites pas, eh bien, là, pour le coup, c'est une réelle non-conformité sans possibilité de discussion. En fait, c'est vérifier ce qu'on a mis dans l'indicateur numéro 1. Absolument. Oui. Les indicateurs sont liés, c'est vérifier ce qu'on a mis dans l'indicateur 1. Donc, ça veut dire aussi que pour l'indicateur 1, on a bien mis dans les informations du programme de formation, de la fiche produit, des informations qu'on donne, des prérequis minimums en termes, par exemple, de compétences numériques, et ça peut être aussi des prérequis techniques en termes de matériel technique, par exemple. Il ne faut pas les oublier, ces prérequis-là. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs, parce que moi j'aime bien dire que vous savez, le mot procédure, il n'est utilisé qu'une fois dans le référentiel, à cet indicateur 8. Évidemment, si vous avez mis un prérequis, faut bien qu'il y ait une procédure de vérification que les prérequis sont respectés. Alors donc j'ai mis un prérequis à l'indicateur 1, c'est qu'il faut disposer du bon matériel, etc. Quelle est la procédure qui va me permettre de valider ça? Voyez. Absolument. Hein, et avant l'entrée en formation. Et c'est avant l'entrée en formation que. Voilà. C'est pas une fois que la formation a démarré depuis 15 jours. C'est ça. Et par rapport à un auditeur Calliope, je dis moi, voilà ma procédure de vérification des prérequis. Voilà. Évidemment, quand on fait un peu à distance, on peut dire il n'y a pas de prérequis, parce que souvent les gens disent il n'y a pas de prérequis, mais si on fait à distance, il y a un prérequis, c'est d'avoir le matériel, etc. Donc, un petit message pour notre équipe aussi chez CFS+, pour vérifier qu'on fait bien ça. Et là-dessus, il faut vraiment se méfier de l'implicite.
Oui. C'est ça. C'est ça, il faut se méfier de l'implicite. Voilà. Voilà, faut se méfier de Parce l'implicite. que mon implicite à moi, ça ne va pas être le même que celui de Michel, ça ne va pas être le même que vous. Enfin, C'est voilà. vrai. On C'est part ça. du principe que quelqu'un qui prend une formation à distance a de fait les outils nécessaires et des fois on découvre que non. en Voilà. fait. C'est ça. Oui, c'est ça, absolument, absolument. Non, mais nous, on vérifie, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions liées à ce… Alors, est-ce qu'il y a des questions liées à ça? Oui, en effet, il y a une question. Donc, un questionnaire à renseigner par le futur stagiaire est-il suffisant pour l'auditeur, pour l'indicateur 8? Un questionnaire pour vérifier les compétences numériques? Alors, vérifier déjà le matériel, pourquoi pas. L'équipement, oui, le matériel. Si pour renseigner le questionnaire, bien, je dois finalement utiliser l'outil dont je vais avoir besoin en formation. Oui, on pourra dire. Hein, là, effectivement, pour aller renseigner le questionnaire, j'ai besoin d'utiliser, d'aller renseigner un questionnaire Google Form ou d'utiliser un lien qui m'emmène vers des questions. Pourquoi pas? Encore une fois, pensez à ce mot procédure. Quelle est la procédure que vous utilisez? Donc, dans la procédure, il peut y avoir un questionnaire, mais il peut y avoir aussi une vérification à distance. On va vérifier, faite par quelqu'un d'équipe, on vérifie que votre équipement est bien fait et on va revenir sur ces questions-là dans les indicateurs suivants. Hein, alors, par contre… C'est un peu redondant, cette affaire. Excuse-moi du coup. Je t'en prie. Par contre, si la question c'était… Est-ce que c'est suffisant de demander au futur stagiaire, avez-vous les compétences numériques? Et que le stagiaire répond oui, non. Non, ça marche Là, pas, vous ne ça. vérifiez pas ses compétences. Si juste vous lui posez la question, est-ce que vous avez les compétences? Ça, ce n'est pas vérifier une compétence que de demander si la personne a les compétences. C'est pas de l'auto-vérification. Voilà, c'est pour ça que je disais, moi, pour vérifier que vous avez le bon équipement, pourquoi pas, mais c'est pas suffisant pour vérifier que vous avez bien les compétences pour faire des exercices nécessaires qui sont peut-être des choses plus techniques, hein, qui vont vous être demandées. Et du coup, au passage, j'insiste un peu dessus, mais bon, c'est pas grave, on a peut-être un peu le temps de le faire, donc je vais prendre le temps. Vas-y, oui. C'est pas parce qu'on a le matériel qu'on est compétent. C'est pas parce que je possède l'outil que j'ai les compétences. Hein, donc, il ne faut pas confondre le fait de posséder et le fait d'être. On en revient à un sujet, voilà. C'est pas parce que je possède que je suis. Voilà. Donc prenez-le aussi plus largement. Voilà, après, tout dépend aussi de la modalité pédagogique utilisée. Vous voyez, moi, je faisais un petit clin d'œil à mon équipe, mais nous, on fait du à distance, mais c'est du en présence à distance, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise un logiciel qui, en général, est Zoom, pour ne pas le citer, mais qui pourrait être un autre, qui est une plateforme de visio. Donc, en réalité, on se retrouve dans une situation où on est en présence. On est dans une salle qui est une salle virtuelle, au lieu d'être une salle physique, mais on est au même endroit. Voyez. Donc, effectivement, là, la vérification de l'usage de l'outil, c'est est-ce que vous avez la possibilité? Moi, il me faut une caméra, une connexion Internet stable et puis un micro. Voilà. Après, le reste… Par contre, quand il y a des groupes de travail et des travaux personnels à rendre et des choses, voilà. là, sur le coup, il y a une vraie nécessité. Il y a une vraie nécessité. Voilà, il y a une vraie nécessité. Voilà. Et ben, ça fait partie du début de la formation que l'on fait quand on dit faut qu'on s'approprie un cloud qui est le cloud que nous utilisons, la méthodologie avec laquelle on l'utilise. Et là, ça fait partie de la formation que l'on fait. Donc, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas de réponse, ça dépend de ce qu'on fait. Je veux dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais vous devez avoir une procédure. Encore une fois, c'est le seul endroit dans le référentiel où le mot procédure est utilisé. Voilà. Et c'est en rapport avec le fait que si vous avez des prérequis, il faut bien avoir une procédure de vérification des prérequis, ce qui est quand même assez logique. On passe aux indicateurs suivants, Paul? Oui, on va passer aux indicateurs suivants. 9 et 10. Alors, 9 et 10, je crois que c'est moi qui dois parler du 9 et du 10. Alors, mes amis autour de moi se marrent, enfin, rigolent quand je sors mon article D6313-3-1 du Code du travail, qui est en plein dans le sujet. Vous savez qu'il y a d'abord un
un article du Code du travail qui a été modifié le 1er janvier 2022 et qui dit les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité des formations effectuées. Hein. Et donc, et le ministère du Travail explique bien que ce contrôle de la qualité des formations effectuées, c'est très différent du contrôle du service fait. Hein. Bien, alors, je dis régulièrement que nous, chez CFS+, on a eu 3 fois des lettres d'un OPCO qui nous ont demandé comment on informait, et on est en plein dans l'indicateur 9, comment on informait les stagiaires sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est comment assure-t-on l'assistance technique et pédagogique de ce que l'on fait à distance, premier point. Deuxième point, comment informe-t-on les stagiaires, et on est dans l'indicateur 9, comment informe-t-on les stagiaires sur la durée des travaux qu'ils ont à faire entre 2 sessions ou entre 2 modules ou entre 2 je ne sais quoi, la durée, l'évaluation d'une durée moyenne des travaux qui sont à faire pendant une session. Vous voyez, hein. Donc ça, c'est le point 2. Et puis le point 3, c'est comment informe-t-on les stagiaires sur les modalités d'évaluation en cours et en fin de formation. Bien. Donc cet OPCO m'écrit 3 fois en me posant 3 fois ces questions, ces 3 questions que je viens de dire, sans jamais citer le Code du travail. Bien. Et moi, je réponds à cet OPCO, oui, c'est l'article D6313-3-1 du Code du travail. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est écrit dans notre convention. Notre convention, il y a une partie où c'est écrit, il y a une partie à distance. Dans la partie à distance, voilà voilà l'assistance pédagogique et technologique, voilà la durée moyenne des travaux à effectuer, et puis voilà les évaluations en cours et en fin de formation. Et puis, comme le signataire de la convention n'est pas forcément le stagiaire, eh bien, je répète ça aussi dans la convocation du stagiaire. Et ma convocation du stagiaire, la convocation, c'est la convention, pardon, c'est dans mon indicateur 1, dont on a parlé tout à l'heure, mais ma convocation, c'est dans mon indicateur 9. J'informe le stagiaire sur tout ce dont je dois l'informer. Eh bien, je dois l'informer là-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit modalité d'accès à l'EMS, assistance technique et pédagogique, convocation en présence et à distance, parce que on a distingué convocation en présence et à distance, parce que ma convocation en présence, c'est je dois dire voilà le lieu, voilà le plan d'accès pour y arriver. Quand c'est à distance, c'est voilà le lien de connexion. Voilà, on revient sur les équipements que vous devez avoir pour y arriver. Voilà l'assistance technique et pédagogique. Vous voyez, tout ça fait un tout. Hein. Et donc, j'ai une convocation quand j'ai dû en tout ou partie à distance dans laquelle je dois préciser tout ça. Et puis, quant au règlement intérieur, le règlement intérieur applicable aux stagiaires, si je regarde tous les modèles de règlement intérieur qui me sont proposés par les différentes DRETS de France, ce sont des règlements intérieurs applicables à une situation en présence. Mais les règles à respecter quand on est à distance ne sont quand même pas tout à fait les mêmes que quand on est en présence. Hein. Donc, je dois m'efforcer aussi, quand j'ai de la formation en tout ou partie à distance, de dire voilà les règles que vous devez respecter quand c'est à distance, et puis voilà les règles que vous devez respecter quand c'est en situation de travail. Parce que les règles à respecter ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est sur cette direction-là que le FOD, enfin que le groupe de travail du FOD qui a fait ce travail vous incite à réfléchir. Voilà. Nous, on a trouvé une solution, c'est dans mon règlement intérieur, je dis voilà les règles à respecter en présence, voilà les règles à respecter à distance, voilà les règles à respecter en situation de travail. Puis après, tout mon règlement intérieur, c'est le reste du règlement intérieur avec le modèle des DRETS. C'est comment on vous tire les oreilles si vous ne respectez pas ce qui a été défini comme règle à respecter. Et il y a une chose qui est quand même très importante, c'est qu'on vous dit attention, parce qu'il y a l'obligation de préciser comment les stagiaires vont élire leurs représentants si la formation fait plus de 500 heures. Eh bien, si je faisais un règlement intérieur spécifique à une formation que à distance et qui est partiellement à distance, ce truc-là est ingérable. Eh bien, quand je mets ça dans mon règlement intérieur, je dis voilà les règles à respecter en présence, voilà les règles à respecter à distance, voilà les règles à respecter en situation de travail.
le fait qu'il ait 500 heures qui soient là ne dérange personne. Voyez, hein. Et donc, j'ai un règlement intérieur qui est inattaquable par la DREETS, parce que je respecte complètement les exigences du Code du travail, mais j'ai précisé les situations pédagogiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, les modalités pédagogiques. Et puis, je peux répondre quand un OPCO m'écrit en disant « Tiens, comment vous respectez ces trois choses-là » Bravo, Michel. Voilà. Alors, je dois continuer sur le 10. Sur le 10, qui est le prestataire met en œuvre et adapte la prestation d'accompagnement et le suivi au public des bénéficiaires. Bon, alors nous, on vous a proposé de mettre en place une charte tutorale. Ce qu'on vous explique dans le guide du FOD, hein, ce sont des préconisations, ce sont des suggestions. Donc, une charte tutorale, c'est comment le tuteur va prendre en charge, pardon. Comment il accompagne. Comment il accompagne, voilà. Et c'est ce comment il accompagne, c'est en rapport aussi avec l'indicateur 9, hein, ils sont liés. Et puis c'est lié avec cet article du Code du travail, le D6313-3-1, c'est pareil, hein, c'est l'assistance pédagogique et technologique. Voilà. Contractualisation de l'accompagnement décrivant la méthode, les modalités individuelles, collectives, l'échéancier, la mise en œuvre sur le modèle d'un plan individuel de formation. En fait, c'est ça, c'est mon programme de formation, comment il est fait. Nous, on a une formation qui est 100% à distance avec des modules vidéo de Rémi Bachelet sur gestion de projet. Tout se fait à distance. Après chaque module, vous avez un exercice. Vous êtes au courant qu'il y a un exercice après chaque module. Qu'à la fin de la semaine, on fait c'est une machine qui fait le bilan des exercices que vous avez faits. Et puis après, vous avez un exercice final au bout des 6 semaines. Et puis, vous avez un résultat global qui mélange les résultats hebdomadaires plus le résultat final. Et pour avoir le badge qui vous permet de dire, voilà, j'ai mon badge gestion de projet, vous devez avoir 70% de réussite à tout ça. Vous voyez, j'ai bien décrit là les contractualisations de l'accompagnement, comment ça se passe. Et puis, dans la contractualisation de l'accompagnement, dans ce que je viens de vous décrire, on a un rendez-vous hebdomadaire avec un tuteur, voilà, pour faire le point. Moi, je rajouterais, Michel, aussi le délai de réponse si on fait appel à de l'assistance pédagogique. Oui. Parce que là, on parle du tutorat, mais il y a aussi la notion d'assistance pédagogique. Bien sûr. Donc, ça veut dire, on avait travaillé au FOD sur le protocole individuel de formation. Ouais, le PIF. Le PIF, oui. Et sur lequel on précisait, en fait, en cas d'assistance pédagogique, le délai de réponse et après, à la convenance de chacun. Mais ça aussi, c'est à rajouter. Le délai de réponse est important, oui, absolument. Absolument. Et puis, traçabilité de l'accompagnement proposé, forum, mail, planning, ressources, c'est ce que je viens de vous expliquer, quoi. Hein. Tout ce qui justifie de l'assiduité. Et ce qui justifie de l'assiduité, voilà. Alors, l'assiduité, pour moi, je la mets, le contrôle de l'assiduité, je la mets plutôt à l'indicateur 12, qui est, oui, comment, parce que je vous rappelle quand même que l'indicateur 12 vous dit le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires. Donc, j'ai une première chose, c'est favoriser l'engagement des bénéficiaires. Et puis la deuxième chose, c'est comment je préviens les ruptures de parcours. Et c'est vrai que prévenir les ruptures de parcours, c'est vérifier l'assiduité, que les gens sont bien là. Alors, comment je fais quand c'est à distance? Et que c'est, alors à distance, encore une fois, ne veut rien dire, parce que quand c'est en téléprésence, les gens sont là, donc on leur fait signer une feuille d'émargement virtuelle qui peut être une signature comme EduSign ou un autre système, signature à distance. Hein. Électronique. Et signature électronique, voilà. Donc, quel est le système que j'utilise pour remplacer mes feuilles d'émargement quand je suis en situation physique? Parce qu'il faut bien que Puis quand c'est des modules où les gens se débrouillent tout seuls et puis il y a un rendez-vous avec le tuteur, quand même, comment je vérifie que les gens font bien leurs travaux, etc. Hein. Je me disais, il faut peut-être un peu accélérer. Oui, on accélère. Voilà. Tous nos indicateurs. Je propose qu'on passe à l'indicateur 13. Il nous reste un quart d'heure. Voilà. Alors, au 13. Votre c'est Paul. C'est Paul, oui.
Donc, l'indicateur 13 spécifique aux formations ou en alternance, où le prestataire en lien avec l'entreprise anticipe avec l'apprenant les missions confiées à court, moyen et long terme et assure la coordination et la progressivité des apprentissages. Souvent, l'outil utilisé, c'est le livret d'apprentissage. Peut-être que parmi vous, il y a des CFA. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de dématérialiser ce livret d'apprentissage, de le digitaliser. Et pour avoir travaillé dans un CFA et pour l'avoir fait, même je le conseille parce que le livret papier, on voit aujourd'hui que ça répond plus aux attentes des apprentis, des entreprises. Et aujourd'hui, on a des outils, des plateformes qui permettent de dématérialiser le livret d'apprentissage, de donner accès à l'apprenti, au maître d'apprentissage et au tuteur entreprise, donc à une plateforme, ce qui permet aussi en termes de traçabilité d'avoir tout sur la plateforme, parce que bon, ça arrive souvent que le livret papier soit perdu par les apprentis ou oublié sur le four de la cuisine. Donc de dématérialiser ce livret, ça permet de l'avoir dans un cloud et ça permet aussi de personnaliser au maximum ce livret, donc avec des questionnaires d'évaluation qui peuvent être remplis directement sur le téléphone, donc c'est souvent agréable, des comptes rendus de la part des apprentis, des comptes rendus de période en entreprise, ce qui permet aussi de faciliter le travail du côté des apprentis et c'est souvent plus apprécié que le livret papier. Voilà pour cet indicateur. Et j'ai une question sur une plateforme que je peux recommander, Studéa. Nous, on avait utilisé Studéa qui était plutôt agréable et qui est totalement personnalisable aussi en fonction de sa stratégie de suivi et de coordination en entreprise. Précision par rapport à cet indicateur 13, il n'est pas, il est sur l'alternance et il n'est pas spécifique à l'apprentissage. C'est-à-dire que ça peut être aussi sur les contrats de professionnalisation, mais le résultat est le même. Hein. Voilà. On peut appliquer tout ce que tu viens de dire sur des contrats pro. Bien sûr, ouais. Alors, on passe auquel après? Le 16, on va le faire vite fait, le 16 sur le coup, puisqu'il a été bien détaillé en fait au travers de l'intervention de Sarah. Donc l'indicateur 16, il vous dit, lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l'autorité de certification. Là, en fait, ce qui est attendu, c'est qu'il faut s'assurer auprès du certificateur que l'on peut bien faire des évaluations, l'évaluation de certification à distance. Et on revient sur tout ce qui a été expliqué tout à l'heure par Sarah, en fait. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin sur le coup. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, c'est vraiment s'assurer que le certificateur nous autorise à faire des évaluations de certification à distance. Là, le certificateur, c'est lui qui fixe un petit peu ses modalités de passage de l'examen de certification aussi. Donc, on est partenaire. Voilà, c'est effectivement dans les modalités de passage de l'examen. Si on est chargé de faire passer l'examen, on est autorisé à évaluer, comment fait-on? Hein? Alors, après, on arrive à l'indicateur 18 qui dit que le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes, donc pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux. Donc là, la recommandation forte du FOD, c'est bien sûr de s'intéresser à la maîtrise d'outils et des compétences liées à la formation en digital learning, la formation multimodale, le e-learning, la formation à distance, la formation hybride. Dès qu'il y a un outil, ça veut dire des compétences, très certainement en plus. Donc, les professionnels dans les équipes pour la mise en œuvre de la prestation de formation, ces professionnels doivent avoir les compétences nécessaires à l'utilisation de ces outils. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit précisé dans les fiches de poste, il faut que ça apparaisse dans les CV. Donc, ça, c'est ce que va vous demander, ce que va vérifier l'auditeur sur ce point-là. Et puis, il y a aussi l'aspect communication sur les personnes chargées de l'assistance technique et pédagogique appropriée, donc pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours.
donc article D6313-3 que citait Michel tout à l'heure, qui précise aussi, hein, pour l'assistance pédagogique et technique, il faut aussi pouvoir indiquer qui est en charge de cette assistance, sous quel délai la personne vous répondra et quelles sont ses qualifications à la personne, c'est-à-dire avec quelles compétences elle va vous assister ou vous accompagner. Donc ça, c'est important. Et dans les procédures de contrôle des financeurs, les contrôles pourront vérifier ça. Hein, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire que Calliope, c'est bien gentil, c'est une certification de qualité qui inspire confiance aux financeurs qui acceptent de vous financer des formations, mais la confiance n'exclut pas le contrôle et les financeurs font des contrôles. Donc, dans cet indicateur 18, ils peuvent effectivement vérifier, de contrôler que vous avez bien vérifié les compétences technologiques, etc., pour les outils numériques qui sont utilisés. Quelles sont les compétences de la personne qui utilise un simulateur de vol chez Air France, hein, ou chez Astral. C'est pas pour les vols. Donc, dans les recommandations, on vole au sol. Vous volez au sol. Mais donc, dernière recommandation. C'est un simulateur quand même. Dernière recommandation sur cet indicateur. Donc, du côté du FOD et de ses partenaires adhérents, on vous recommande de vous doter des compétences de référents numériques, techniques et pédagogiques pour surveiller tout ça, veiller à tout ça. Voilà, on passe à l'indicateur 20. Encore une fois, on ne les passe pas tous en revue. On passe ceux qui nous ont paru importants. Donc, l'indicateur 20, un indicateur spécifique au CFA. Le CFA doit avoir un référent mobilité internationale et un référent apprentissage. Et ce que préconise le FOD, bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est d'avoir aussi son référent numérique. Donc, son rôle, ce sera d'assurer le bon fonctionnement de la formation multimodale, de plateforme, e-learning. Et ce sera aussi d'être en mesure de répondre aux aléas, aux difficultés et d'être en mesure d'être dans cette démarche d'amélioration continue, de faire évoluer la formation multimodale. Donc, c'est très intéressant, je pense, d'avoir un référent numérique quand vous faites de la formation multimodale. Et aussi, tout à l'heure, il y avait une question intéressante et ça permet de faire le lien sur le handicap, sur l'accessibilité numérique. Et en effet, ça peut être aussi une des missions du référent numérique de s'assurer de l'accessibilité numérique, de la plateforme, des outils que vous utilisez. Oui, on n'a pas traité la question du handicap. On l'a traité peut-être à l'indicateur 26, mais elle fait partie du il n'y a rien de particulier. Enfin, voilà, on est attentif à la question. On s'était dit que le handicap, il est traité au travers de tous les indicateurs et que voilà. qu'il n'y avait pas de spécificité. Voilà. Alors, on passe, parce qu'il nous reste peu de temps, il nous reste 8 minutes, on passe au 21-22. En principe, c'est moi. Il détermine… alors, en fait, le 21, le 22 et le 27 vont ensemble. Le 21, c'est comment je détermine les compétences dont je vais avoir besoin pour réaliser une formation. Donc, je m'interroge sur les compétences que je vais rechercher quand je fais une formation multimodale. Alors, quelles sont les modalités que je fais, sur quelles questions je pose, quelles compétences je vais rechercher. C'est ça mon indicateur 21. Et après, les compétences, je peux les utiliser, indicateur 22, avec des personnes qui sont en situation de salarié, ou je peux les utiliser, indicateur 27, avec des personnes qui sont en situation de sous-traitance ou de portage salarial. Mais au 21, j'ai déterminé les compétences que je vais rechercher pour le jour où je vais faire une formation multimodale. Voilà. Hein? Donc là, j'ai traité le 21, le 22 et le 27 en quelque sorte. 23. Donc passons au 23. On passe au 23. Alors, le 23. Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. Recommandation du FOD, effectivement. Autant se recommander soi-même. Adhérez à des organisations ou abonnez-vous à des lettres d'information, des publications spécialisées. Et effectivement, c'est aussi une façon de remplir, de répondre à cet indicateur 23 que d'adhérer au FOD pour avoir sa veille et suivre en fait les évolutions
de la multimodalité et aussi du cadre réglementaire notamment. Donc, rejoignez-nous, c'est ça en fait. Voilà, petite pub personnelle, hein, rejoignez-nous et vous verrez, ça sera très bien pour soigner votre indicateur 23. Voilà, rejoignez le FOD, au minimum abonnez-vous à la lettre du FOD, hein, c'est un minimum. Téléchargez les guides du FOD, dont celui que vous allez avoir qui sera à la fin de cette présentation, vous avez ce document complet. Voilà. Puis sinon, vous allez sur le site du FOD et puis vous pouvez le télécharger et le conseiller à tous vos partenaires, tous vos personnels, que c'est bien d'être au courant de ce travail du FOD. Et puis, quand vous êtes abonné à la chaîne Qualité et Formation Professionnelle, vous êtes aussi dans le sujet puisqu'on on parle aussi fréquemment de la formation multimodale. Alors, il nous reste je crois, le 31. Donc, l'indicateur 31, donc là, on commence à aborder cette notion d'amélioration continue, de démarche d'amélioration continue. Donc, en effet, va falloir traiter les aléas et les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer lors de la formation multimodale, et surtout proposer des solutions d'amélioration qui permettront d'éviter ces aléas, ces difficultés, et continuer à faire vivre vos formations, à vous améliorer, à répondre aux besoins et aux attentes de vos clients. Donc, bien sûr, ça passe par une traçabilité lors des audits de ce traitement des aléas, des difficultés, et présenter des actions d'amélioration que vous avez réalisées ou qui sont en cours pour améliorer vos processus. Voilà, les insatisfactions peuvent être liées à la qualité des outils utilisés, peuvent être liées, alors parce que c'est vrai que si vous utilisez un LMS et que les gens peuvent vous expliquer pourquoi votre LMS ne convient pas, j'en sais rien. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui sont décrites par les apprenants sur les outils numériques que vous avez mis à leur disposition. Hein. Je vais peut-être prendre des questions, je crois que j'ai vu passer quelques questions. Alors, on a fini là, puisqu'on on s'arrête avec le FOD à l'indicateur 31. Voilà. Alors, des questions, Paul? On a répondu à la plupart des questions. Une question, si est-ce qu'on peut nous contacter en direct? Oui, avec plaisir. Donc il y a nos coordonnées à la fin du diapo, et je vais également vous envoyer nos coordonnées dans la discussion. Et une dernière, la question qui vient d'arriver, quel LMS conseillez-vous? Ce qu'on vous conseille, c'est de télécharger. Ce qu'on vous conseille, c'est d'aller sur le site du FOD, fffod.org, et vous téléchargez le guide du LMS de l'année 2022, puisque celui de 2023 n'est pas encore prêt. Il n'y a pas de LMS magique qui puisse répondre à tous les besoins, toutes les demandes. Il faut être amené à faire un choix. Voilà. Donc déjà, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Déjà, vous cherchez un LMS, participez à notre enquête, ça vous permettra aussi peut-être de faire un peu un cadrage de besoins par rapport aux fonctionnalités que vous en attendez ou vos besoins. Et puis, effectivement, regardez les éditions, des dernières éditions du guide LMS. Elles sont toutes téléchargeables sur le site. Il y en a 9, je crois. Donc, vous avez une bonne littérature sur le sujet. Voilà. Et le guide du LMS est un guide annuel. Donc, vous téléchargez le guide chaque année. Et puis, tiens, vous voyez, pour votre indicateur 23, quand vous êtes à l'audit de surveillance, vous pouvez dire, regardez, moi, je le télécharge chaque année, mon guide du LMS. Et on s'en sert. Et on s'en sert. Voilà. Voilà. Alors, donc, par rapport au fait que vous pouvez nous contacter, vous avez les liens vers les profils LinkedIn d'Aurélia, de Sarah et de Myriam. Voilà, vers celui de Paul, de Jean, de Sarah, que je salue, qui est à côté, toute l'équipe de CFS+. Et puis, vous avez ensuite nos prochains rendez-vous de mars-avril, mai 2023 sur la chaîne qualité et formation professionnelle.fr. Donc, le 30 mars, choisir une certification ISO
ou la certification Calliope, parce que l'ISO revient beaucoup sur le terrain. Et donc là, on sera avec Paul et puis avec Laetitia Clanet de Calicia Certification et puis avec Arnaud de chez AFNOR Certification. Et donc AFNOR et Calicia pourront nous parler de l'ISO et puis Paul également parce qu'il connaît bien cette question de l'ISO. Et puis vous avez AFNOR nous parlera surtout de l'ISO 21001 qui est un ISO spécifique à la formation professionnelle. Et donc c'est intéressant de faire cette comparaison ISO Calliope. Ensuite, comment gérer les processus d'un centre de formation pour apprentis. Donc là, on va être avec Paul, qui est ancien responsable qualité d'un CFA, et puis avec Charles-David Avran, qui est lui responsable qualité d'un gros CFA dans le bâtiment. Ne croyez pas que c'est parce que ça concerne le CFA que ça ne vous concerne pas, même si vous n'êtes pas CFA. C'est très intéressant parce que je pense que qu'on exige aujourd'hui des CFA, on pourrait l'exiger demain de tous les organismes de formation, qu'ils soient CFA ou pas. Donc, ne vous désintéressez pas de cette question de comment gérer les processus qualité d'un CFA. Parce que vous pouvez les… Avec le contrôle, la mise en place du contrôle des financeurs, oui, ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal, oui, oui. Donc, cette question de gérer la qualité des processus d'un CFA est intéressante, même si on n'est pas CFA. Voilà. Et puis, dernier rendez-vous pour l'instant, c'est le mois de mai, là, avec à nouveau Laurent Durin et Sabrina Dougados, où on fera Laurent Durin, donc de la Caisse des dépôts, qui est le responsable du programme CPF à la Caisse des dépôts, et on fera un point sur où on en est avec le CPF, puisqu'il y a une nouvelle réforme qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce qu'il y aura le reste à charge pour le CPF? Oui, non. Au mois de mai, le 25 mai, on sera au courant de savoir si le reste à charge s'est mis en place et comment ça se met en place. Enfin, il y aura d'autres éléments nouveaux par rapport au CPF, donc on fera le point à ce moment-là, le 25 mai. Et puis, on est en train de programmer le webinaire du mois de juin et du mois de juillet. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les images de chaque webinaire. Voilà. Et ensuite, vous avez nos contacts chez CFS+. Et puis après, vous trouverez en téléchargement avec le replay, vous aurez le webinaire, enfin la présentation qu'on vient de vous faire. Et puis vous avez le guide de la formation multimodale complet à la suite de cette présentation. Voilà. Merci Michel. Donc je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous trois. Et merci beaucoup à vous, merci à l'équipe. Merci beaucoup. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient là. Je ne sais plus combien vous étiez, mais un peu plus de… On était plus de 200, ouais. 280, j'ai vu à un moment. Ouais. Voilà. Et je réponds à une dernière question. Les prochains webinaires seront aussi sur Webikeo, en effet. Ah oui, c'est au même endroit. Vous pouvez vous inscrire. Vous cliquez sur l'image puisqu'il est cliquable, le PDF. Donc, vous cliquez sur l'image du webinaire qui vous intéresse et vous vous inscrivez. Voilà. Je vais couper, on est à 1 minute 32 et 45, donc on n'a pas tellement débordé. Voilà. Merci encore à tout le monde d'être là, fidèles, et puis continuez à venir nous rendre visite tous les mois. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.